Bonjour tout le monde. On va commencer. Alors, mon nom est Lauren Michel Lévesque. Je suis professeure agrégée à l'École de leadership, écologie et équité. Avant de commencer, nous aimerions faire reconnaissance territoriale de l'Université Saint-Paul. Alors, Kwe Kakina, bonjour à vous tous. Pijashik, bienvenue. Nous aimerions reconnaître que l'Université Saint-Paul est située sur le territoire ancestral des Anishinaabeg algonquins, lequel n'a jamais été cédé. Nous souhaitons honorer les Anishinaabeg, premier peuple des terres et des eaux qui traversent la vallée de la Kitchissibee, rivière des Outaouais, depuis des temps immémoriaux. Nous reconnaissons que le site de la ville d'Ottawa sert de résidence pour les Anishinaabeg, de lieu de cérémonie spirituelle, de rassemblement culturel et d'échange entre les premiers peuples. Aujourd'hui, ce même esprit de paix et d'amitié façonne les relations entre les peuples autochtones et non autochtones de tous les horizons. Alors, bienvenue aujourd'hui encore. Alors, l'École de leadership, écologie et équité est heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour notre série Être un leader, rencontre du midi. Une fois par mois, nous rencontrons un ou une leader organisationnel et communautaire pour réfléchir aux enjeux de la transformation sociale dans un monde complexe et pour mieux apprécier les ressources dont nous disposons pour agir au sein de cette complexité. Alors, quelques consignes avant de commencer. Cette rencontre est enregistrée et mise en ligne sur le compte YouTube de l'École Providence. Nous partagions le lien après la rencontre. Et si cela vous est possible ou souhaitable, nous vous invitons à garder vos caméras ouvertes. Et n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou à lever votre main pour intervenir. Nous allons discuter en français, mais notre équipe est bilingue et nous accueillons aussi vos questions en anglais si cela est plus confortable pour vous. Alors, je laisse la parole à mon collègue Michael qui va vous présenter notre invité. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lauren. Et donc, on a la chance et le privilège aujourd'hui de recevoir une personne d'exception, Monsieur Greg Fergus, l'honorable Greg Fergus, qui est passionné de politique depuis sa jeunesse. Il a d'ailleurs été page au Parlement dès la fin des années 80, pendant qu'il faisait ses études, et il est devenu officiellement député de la circonscription Dole-Elmer en 2015. Au cours de ce premier mandat, M. Fergus a fondé le caucus des parlementaires noirs auquel il a participé pendant 6 ans. Il a été également secrétaire parlementaire de plusieurs ministres avant d'être élu le 3 octobre dernier comme président de la Chambre des communes du Canada. Et donc, à ce titre, il devenait la première personne noire de l'histoire canadienne à occuper ce poste. Évidemment, il ne s'agissait pas du premier plafond de verre que l'honorable M. Fergus fracassait. Et c'est un peu pour ça qu'on se rencontre aujourd'hui, justement, pour pouvoir mieux comprendre son parcours, mieux comprendre son type de leadership et aussi mieux comprendre son engagement en faveur de l'égalité civique pour tous au pays. Et donc, M. Fergus, Monsieur le Président, c'est tout un plaisir pour nous de vous accueillir aujourd'hui. L'honneur est à moi pour participer avec cette belle discussion. Merci beaucoup, Michael. Et donc, je vais y aller tout de suite. On a plein de belles questions qu'on a concoctées avec vous. Et je commencerai peut-être sur une note un peu plus personnelle. Si je devais vous présenter un illustre inconnu qui arrive, peut-être pas de la planète Mars, mais disons d'un autre pays qui ne vous connaît pas du tout, si vous deviez vous introduire en misant plus sur qui vous êtes et non pas sur votre statut, comment est-ce que vous vous présenteriez? Bonne question. Je dois vous dire que quand vous m'avez posé cette question-là, j'ai gratté ma tête en me disant comment est-ce que je peux me décrire? Je pense que je suis un idéaliste qui est pragmatique. Alors, cela veut dire que moi, je crois fermement que la réalité est ce qu'on... L'avenir est bâti par ceux qui sont prêts à s'engager. Et rien est donné et rien
on n'a pas le destin, on n'a pas de date avec le destin. Il faut toujours travailler pour construire, pour bâtir un avenir qu'on veut. Alors, si, pour moi, le cynisme, c'est une luxe que personne peut aborder. Il faut qu'on est prêt à retrousser les manches pour faire le travail. Je vois un grand ami qui participe sur cette visioconférence, Marie Poulet. Ça, c'est une personne qu'on avait engagé une activité ensemble dans notre passé. Et je dois vous dire que les, les jeux n'étaient pas dans notre faveur, mais on a continué à travailler parce qu'on avait une obligation pour bâtir un monde meilleur dans notre sphère d'activité. Et puis, on l'avait fait avec beaucoup de bonheur et beaucoup d'optimisme. Et en se faisant, on laisse la chance aux autres peut-être à relever les défis. Et on était assez, moi, je suis assez humble pour savoir que moi, je ne joue qu'un petit rôle dans toute la longue lignée historique de l'histoire. Mais il faut qu'on joue notre part parce qu'il y avait des personnes dans les générations antérieures qui ont joué leur part pour que je puisse maintenant profiter de toutes les bonnes choses, tous les droits que je jouis aujourd'hui. J'aime ça, vous nous amenez tout de suite sur le terrain on voit que vous êtes quelqu'un de travailleur, de bâtisseur, il faut rêver, mais les deux pieds sur terre, dans la longue lignée historique. Et parlant d'histoire, c'est actuellement le mois de l'histoire des Noirs. Je sais que c'est un Joyeux mois mois qui est. d'espoir des Noirs, Michael. J'aurais dû commencer par ça. Joyeux mois de l'histoire des Noirs à vous aussi, Monsieur Fergus. Mais Merci. j'aimerais vous entendre un peu plus sur ce que ce mois signifie pour vous, sur ce que ça signifie pour vous être aujourd'hui une personne noire au Canada, dans un contexte où vous avez un double héritage aussi, canado-antillais. Racontez-nous un peu ce que ça signifie, en particulier pour les gens qui seraient peut-être moins familiers avec le sens du mois de l'histoire des Noirs. Et le mois d'histoire des Noirs, il y a peut-être deux volets. Il y a un volet, si je peux dire, rétrospectif. On est très reconnaissant de ceux et celles qui ont passé devant nous, qui ont fait du travail, euh, qui ont, euh, qui ont œuvré dans des conditions beaucoup moins propices que dans lesquelles je me trouve. Et ils ont fait ce travail-là. Alors, je suis très reconnaissant envers eux. Je suis aussi très reconnaissant quand on examine d'où on avait commencé, la situation et comment on a fait vraiment beaucoup de progrès. Mais en même temps que j'ai cette vision du passé, il faut que je regarde l'actualité, puis aussi dans l'avenir, et de dire qu'il y a beaucoup de chemin à faire. On n'est pas encore rendu au moment où est-ce qu'on aimerait se rendre. Vous savez, je pense que, au moins pour moi, puis je pense que ça c'est le cas de n'importe quelle personne issue d'un groupe minoritaire, soit genre, orientation, identité, euh, de n'importe quoi, race, euh, nous sommes, la seule chose qu'on veut, c'est juste être traités comme des égaux. Ouais. On veut avoir la même, on veut faire les mêmes erreurs que tout le monde d'autre va faire avec les mêmes conséquences. On veut avoir la chance de poursuivre de réussir sans avoir des empêchements ou des attentes plus élevées que d'autres. On veut être juste, on veut être évalué pour ce qu'on a entre nos deux oreilles et pas de la couleur de notre peau ou de la couleur ou, comme j'ai dit, n'importe quelle identification qu'on peut avoir. On veut vraiment laisser derrière nous le 20e siècle et de créer un monde où nous sommes tous des frères et des sœurs. Wow. Et j'aime bien que vous liez ça aussi avec le fait de commencer avec le joyeux, parce qu'il y a beaucoup à célébrer Oui, des identités noires, de ce que les personnes noires sont vous aujourd'hui, de savez, ce qu'ils accomplissent, malgré tous les obstacles qu'ils rencontrent, mais en même temps de garder en tête qu'il y a un combat à poursuivre, qu'il y a des obstacles, qu'il y a encore des luttes à mener pour que l'égalité devienne un fait réel et non pas juste quelque chose souvent un peu trop théorique.
tout récemment, j'ai lu un discours de Lincoln Alexander, qui était le premier député noir à se faire élire dans la Chambre des communes en 1968. Il avait prononcé son discours d'inauguration quelques mois après l'assassinat euh, de Martin Luther King. Et il avait cité un discours de King, où King, lui, c'était un pasteur américain qui vivait durant la période, à la fin de l'esclavagisme aux États-Unis. Et permettez-moi de répéter, de citer cette prière dans la langue de Shakespeare. Ce pasteur a dit, Lord, we ain't what we ought to be. Lord, Lord, we ain't what we ought to be, and we ain't what we're gonna be, and we ain't where we want to be. But thank God, we ain't what we was. Et cela, pour moi, ça indique qu'on a vraiment l'œil sur l'avenir. On veut être plus. On veut faire plus. On reconnaît qu'on n'est pas encore arrivé. Mais il faut être aussi reconnaissant qu'il y avait du progrès qu'on avait déjà fait. Oui, oui, oui. En lien avec ça, j'aimerais vous amener un peu sur ce que ça a signifié, ce progrès, ces défis dans votre propre vie personnelle. Et donc, si je résume un peu, vous avez grandi au Québec, donc sur l'île de Montréal, dans le West Island, à Dollard-des-Ormeaux, en majorité anglophone. Vous avez ensuite déménagé, votre famille a déménagé à Outremont, majorité francophone, toujours à l'intérieur de l'île de Montréal. Par la suite, pour vos études, vous avez déménagé dans la région de la capitale fédérale. Vous avez étudié à l'Université d'Ottawa, vous avez étudié à Carleton en relations internationales. Comment ça a été pour vous de naviguer ces différents espaces sociaux, culturels? Quel genre de défis vous avez rencontrés et comment est-ce que tout ça, je sais que ça fait beaucoup de questions, mais comment est-ce que tout ça a contribué à qui vous êtes désormais en tant que personne, en tant que leader? Ça, c'est aussi une très bonne question. Puis, ça m'a pris du temps. Ça va prendre certaines expériences avant que j'ai pu avoir une certaine perspective sur ma propre vie. Je dois vous dire que quand j'ai grandi dans le banlieue de West-Montréal, on était parmi les seules familles noires dans un environnement majoritairement, vastement prédominant noir à blanche. J'ai aussi grandi dans un quartier prédominant qui avait beaucoup de Juifs et anglophones dans une ville francophone, dans une province francophone, dans un pays plutôt anglophone, dans un continent plutôt anglophone. Alors moi, je dis souvent que j'étais une minorité dans une minorité, dans une minorité, dans une minorité, dans une minorité. Et ça me permet aussi de voir des choses. Et je pense que toutes les femmes savent de quoi je parle. Mais on peut voir des choses du groupe prédominant. Hein? On peut refléter ça, c'est dans les airs, on nage dans ces eaux-là. Mais on a aussi la possibilité de voir des choses autrement, excentriques. On apprécie le fait que moi, je savais, en grandissant durant les années 90, ce qui était l'avocat et puis le poisson salé, tandis que mes pères, mes amis, ils savaient, ils ne mangeaient pas ça pour leur petit déjeuner. Eux, c'était juste des céréales, des œufs et des bacon. Mais moi, oui, je mangeais ça aussi, mais j'appréciais quelque chose d'autre. Et de ce type de bilinguisme de l'esprit, on apprécie que, oui, il y a des choses à refléter, mais et puis on peut voir des choses que le groupe prédominant est un peu aveugle. Ils ne peuvent pas apprécier les présomptions qu'ils ont. Pour moi, ça, c'est une force. La différence n'était pas une faiblesse, c'était vraiment une force. Et si on veut créer vraiment une société résiliente, une société, une cohésion sociale durable, je pense que ça nous incombe de s'assurer qu'on peut prendre plusieurs perspectives ensemble. Pour ceux qui parlent plus qu'une langue, on sait bien qu'on peut s'exprimer certaines expressions, certains mots qui s'expriment mieux en français qu'en anglais. C'est la même chose avec cette
esprit du cerveau. Quand on peut voir des choses autrement, je pense que la vie est encore un peu plus pleine. Et j'ai des bonnes nouvelles. On n'a pas besoin de faire partie de ces groupes identitaires pour avoir cette perspective. On peut apprendre à adopter cet esprit-là. Oui, oui. Mais toujours en lien avec cette question-là, j'aimerais vous amener un peu sur le terrain de la résilience. Comment vous avez vécu? Parce que je suis certain qu'il y a dû avoir des moments plus difficiles, d'autant plus que l'ouverture à la différence raciale et culturelle, qui est encore très imparfaite, était encore moins là si on remonte il y a 20, si on remonte il y a 30 ans. Comment vous avez vécu justement les difficultés qui sont présentées en lien avec tout ça? Comment c'était vécu aussi dans votre famille? Comment? Parce que de toute évidence, vous êtes quelqu'un de très résilient pour vous avoir pu vous rendre là où vous êtes aujourd'hui. Donc, quel était votre esprit pour faire face à l'adversité? Mais écoutez, moi, je pense pour survivre, il faut être résilient. Cependant, je dois reconnaître qu'on n'est pas toujours, moi, je ne suis pas toujours résilient. Il y a des fois où je suis vraiment atterré par des choses qui arrivent. Un de ces moments-là, c'était l'assassinat de George Floyd. Dois-tu dire, honnêtement, je dois vous dire, Michael, que OK. pour un moment donné, là, euh, j'avais peur d'être un homme noir. Ça, c'est pervers comme idée qu'on peut avoir peur d'être qui je suis. Euh, euh, et j'étais vraiment c'était la dépression. J'avais une amie qui m'avait appelé, une amie blanche, qui dit, Greg, si on a besoin d'avoir ta voix. Je lui ai répondu que si je m'exprimais à cette époque-là, ce n'est pas très joyeux ce que je vais dire. Puis il a insisté que même si c'est pas joyeux, il faut que je m'exprime. Et elle avait raison. Alors j'ai repris le ballon sur le bon. Mais ça m'a pris quelques mois pour me trouver un équilibre encore. Alors, on n'est pas toujours résilient. Et ça, c'est la cause, je pense, ça, c'est la partie pervers de la santé. Ben, ça mène à des questions de la santé mentale. Tout à fait. Ça, c'est la partie pervers du racisme. Le racisme il gruge la santé mentale. L'inégalité, en toutes ses formes, gruge. La discrimination, en toutes ses formes, gruge à la santé mentale des gens. Et quelquefois, on est résilient, quelquefois, on a accès aux gens, aux amis qui peuvent nous soutenir, quelquefois, on a accès à des services professionnels, et quelquefois, franchement, on échoue. Et j'espère que tout le monde qui nous écoute va avoir de la compassion pour des gens qui, peut-être de loin, vous allez penser qu'ils sont fâchés ou sont cyniques. Non, ce sont des gens qui ont juste, à un moment donné, ils n'ont pas pu se relever. Alors, il faut avoir un peu de compassion pour ces gens-là. Non, non, tout à fait. Et puis, j'aimerais faire le lien de ce que vous dites là, qui est très profond et qui nous amène vraiment sur le territoire du racisme. Et j'aimerais vous l'amener, le traduire en territoire politique. Au fond, vous êtes député fédéral depuis 2015. Et au moment de votre élection à la Chambre des communes, il y avait 5 députés noirs. Lors de votre seconde élection, euh, il y en avait, il y en fait, pas votre seconde, mais même troisième. Je suis un peu perdu dans les élections. Désolé, la récente, il y en avait 9. Mes J'ai excuses. rendu mon troisième mandat. C'est ça, donc c'est la dernière. À la dernière, il y en avait 9, mais Oui. ce que votre attaché politique, Mathieu, m'a aidé à comprendre, c'est qu'en réalité, il devrait en avoir 15 si on avait vraiment une représentation proportionnelle de la population noire, soit 1,5 million de Noirs au Canada. Il devrait y avoir 15 députés noirs actuellement à la Chambre des communes. Euh, Qu'est-ce qui se cache, selon vous, derrière cette sous-représentation-là? Quels sont les obstacles auxquels font face les personnes noires qui fait qu'ils se lancent peut-être pas suffisamment en politique ou qu'ils ne sont pas élus comme elles devraient? Mais peut-être il y a plusieurs facteurs, pas juste une. Euh, un des facteurs, euh, un des facteurs, c'est le fait que euh, il faut voir. La représentation est très importante. Il faut voir pour croire. Il faut voir des gens dans ces espaces de leadership pour voir
pour concevoir la possibilité pour s'identifier à la possibilité qu'un jour, je peux occuper la même place. Euh, Ça, c'est très important. Deuxièmement, il y a des préjugés inconscients qui existent. Alors, pour se présenter en politique au Canada, la vaste majorité des gens, les gens sont des porte-étendards d'un parti, d'une formation politique. Pour gagner une investiture, euh, il faut se convaincre que c'est possible. Et il faut convaincre les autres de surmonter peut-être leurs préjugés inconscients. Et quand je dis préjugés inconscients, c'est, par exemple, si je vous dis que hier, j'ai vu mon médecin, ben, non, ça ne fonctionne pas en français, excusez-moi, mais en anglais, si j'ai dit I saw my doctor, vous allez dire, ah, ben, c'est un homme, là, stéthoscope. La plupart de mes médecins dans ma vie étaient des femmes. Alors, ce sont ces attentes qu'on a. Et quelquefois, quand on ne voit pas des gens qui sont là, on croit que c'est pas leur place pour être député. Les femmes sont en train de toujours vivre ce moment-là. On est seulement 30%, un peu plus que 30% des femmes composent la Chambre des communes, les députés de la Chambre des communes, pas encore arrivé à la parité. Alors, il y a du travail à faire. Alors, il y a des préjugés inconscients, il y a l'idée de se convaincre qu'il doit se porter comme candidat. Et quelquefois, il y a effectivement des barrières qui existent. Il y a toutes sortes de barrières à se présenter, puis c'est là qu'il faut identifier. Il faut faire de notre mieux pour réduire ces barrières-là. Parce que si on veut vraiment avoir un Parlement qui peut proposer des politiques qui vont perdurer, il faut que tout le monde soit autour de la table. On profite de la grande richesse des expériences de tout le monde au Canada. Tout à fait. Mais j'aime bien la vision que vous nous amenez, c'est presque des cercles concentriques. Se convaincre soi-même, convaincre les autres qui sont prêts avec leurs billets pour aller un peu plus loin avec les partis qui eux-mêmes ont tendance à vouloir aller vers certaines vedettes qui sont probablement plus souvent blanches et hommes qu'autrement. Ou ils vont juste dire que, ben, tu sais, on n'a jamais pris le risque d'avoir quelqu'un, mais c'est comme les gens de Hall-Elmer, je me souviens, il y avait une personne très, très senior dans mon propre formation politique, après que j'ai gagné l'investiture, avait dit publiquement, mais je pense qu'on vient de juste donner ce comté à une partie, à un de mes opposants parce que ils n'ont jamais élu quelqu'un comme moi auparavant. Puis je pense pas qu'ils parlaient de mes capacités en tant que francophile. Je pense que mes capacités linguistiques, je pense qu'ils parlaient de vraiment la couleur de ma peau. Mais les gens de Hall-Elmer, ça ne leur a pas posé un problème, il me semble. Ils sont très corrects. Ils m'ont 3 fois plutôt qu'une. Et la première fois, c'est pas grâce à moi, là. Mais la deuxième et troisième fois, je pense que ça indique qu'ils n'ont pas de problème. Puis, alors, la leçon de tirer de tout ça, c'est que pourquoi pas vous présenter de n'importe quelle communauté que vous êtes issu. Prendre le risque. On va laisser aux électeurs de faire le choix. Puis j'ai grande confiance dans les électeurs à travers le Québec et le Canada. J'aimerais poursuivre sur le même sujet en vous lançant sur le caucus des parlementaires noirs que vous avez lancé. Parce que je pense que c'est la même discussion qui continue. On a vu un certain nombre d'obstacles que vous avez nommés. Vous avez identifié très tôt l'importance de rassembler les gens. Pourriez-vous nous en parler un peu plus? Dans quel contexte ça a émergé? Qu'avez-vous réussi à accomplir, ne serait-ce qu'en termes de confiance qu'on peut construire en soi, en se mettant, en regroupant nos forces comme parlementaires noirs? Je suis curieux d'en savoir plus. Écoutez, la raison pour laquelle j'avais cofondé le comité parlementaire noir, c'était durant l'élection, je n'étais pas vedette. Et si vous êtes une personne qui écoute les résultats des élections, la soirée de l'élection, vous savez, mon visage est apparu pendant peut-être 3 millièmes de seconde. Greg Fergus élu. Et ils ont passé à autre chose. Mais le lendemain,
j'ai commencé à recevoir des appels et des courriels des gens à travers le Canada qui ont dit, hey, wow, tu sais, j'ai vu un frère, quelqu'un de couleur de ma peau qui a été élu, bravo, félicitations. Et ça m'a vraiment surpris. Parce que les gens n'ont pas pu, tu sais, je faisais pas la une sur mon élection, loin de là. Euh, et même les gens l'ont noté parce que ils se sont identifiés. Ils ont vu quelqu'un qui leur ressemble. Et quand on s'est rassemblés pour nos premières séances au Parlement, j'ai parlé avec les autres députés noirs, juste leur posant la question, est-ce qu'ils ont, eux aussi, est-ce qu'ils ont eu la même réaction? Puis ils ont dit oui. J'ai dit, peut-être il y a quelque chose là. Peut-être on devrait former un caucus, on peut explorer les besoins, les attentes, les désirs des communautés noires à travers le Canada et on peut les refléter en tant que dans nos politiques. Et je suis fier d'une chose. Je ne suis pas limité aux 5 députés. J'ai immédiatement reconnu que c'est important de rassembler tous les parlementaires qui sont noirs et aussi tous les parlementaires qui aimeraient faire partie de ce caucus, qui veut faire avancer les intérêts des communautés noires, sans regard leur couleur de leur peau ou quel parti ou formation politique ou Sénat ou Chambre des communes. Parce que moi, j'ai toujours cru que nous sommes peu nombreux, c'est impossible qu'on peut tout savoir sur toute la variété, tout le spectrum des communautés noires à travers le Canada. Alors, on a invité tout le monde à en faire partie, incluant du personnel, des adjoints politiques noirs. Oh, wow! Ils étaient des membres entiers, pleins de ce caucus. Ils s'assoyaient à la table, puis ils avaient leur mot à dire autant qu'un élu, autant qu'un sénateur, sénatrice. Et de fait, de cette façon-là, on a pu mieux identifier les besoins. Et je suis fier de ça. Avec raison. Avez-vous rencontré beaucoup de résistance, non pas de l'intérieur, mais des personnes qui, je ne sais Mais pas il y a, comment les appeler, mais d'autres députés de diverses tendances un peu moins respectables, disons, non pas politiquement, mais en termes de préjugés, là? peut-être juste l'incompréhension. Pourquoi est-ce qu'on a besoin OK. d'avoir un caucus des parlementaires noirs? Pourquoi noir? Pourquoi pas noir, brun? Pourquoi pas asiatique? Et ainsi de suite. Et moi, je me fiais ça soulève un enjeu très important. Euh, je me fiais sur plusieurs études qu'on a eu accès des États-Unis, du Royaume-Uni. Euh, quand on, quand on examine les données désagrégées, mais quand on voit comme on crée une catégorie des minorités visibles, hey, écoute, on fait assez bien là. Tu sais. Mais quand on prend des données désagrégées puis on examine où se trouvent les Noirs dans cette catégorie-là, à part des Autochtones, on est tout dernier. C'est une des raisons pour laquelle il faut poser la question, mais comment ça? Qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'il y a quelque chose, comme j'ai dit, un préjugé inconscient qui existe, qui nous mène à cette question-là? Et puis l'enjeu qui est très important, la leçon de tirer de tout ça, c'est l'importance des données désagrégées. De là, on ne peut pas changer ce qu'on ne mesure pas. Exactement. Et si on veut vraiment savoir si nos politiques tiennent la route, il faut avoir des données désagrégées. Il faut poser cette question un peu. Je sais que ça met les gens mal à l'aise, mais il faut dire de faire la distinction entre les différents groupes, et incluant les Noirs. Et quand on fait ça, vous allez constater, soit à l'école primaire, soit à l'école secondaire, soit au niveau de l'école postsecondaire, les Noirs se trouvent loin derrière les autres groupes ou notre poids démographique qu'on aimerait, dans des catégories où on aimerait être à l'égalité au moins, ou sinon positif.
Il faut poser la question, comment est-ce qu'on s'est rendu là? C'est pas parce que les gens sont racistes. Il y a très peu de racistes. Selon moi, il y a très peu de gens comme convaincus racistes qui le disent à haute voix, je suis raciste. C'est un infime pourcentage de la population, j'espère. Mais je pense qu'il y a beaucoup de préjugés inconscients. Et on peut rectifier le tir avec ça. Exactement. Et la manière dont le système fonctionne, veut pas, fait que certains sont plus privilégiés que d'autres. Et donc, ça devient fondamental pour rectifier le tir. Donc, j'aborde à 100% en faveur des données désagrégées et des études Ah oui, ça sont c'est tellement, qui sont tellement nécessaires. Vous prêchez un converti. Mais Vous savez, la raison pour laquelle ça met les gens mal à l'aise, parce que quand ils vont commencer à examiner les chiffres, là, ils vont dire, oh, tu sais, je ne suis pas aussi ouvert aux autres que j'aurais cru. Et moi, je dis souvent, je ne veux pas culpabiliser personne. On est où est-ce qu'on est. OK? Le passé, c'est le passé. On ne peut pas changer. Mais on peut construire un meilleur avenir. Comment est-ce qu'on va tous ensemble aller vers l'avenir? Et ça, c'est notre devoir et c'est la raison pour laquelle il faut mesurer pour, pour évaluer si on est en train de faire du progrès et sinon, pourquoi. tout à fait. Parlant d'avenir, je vous amène sur une voie, le temps file, mais sur une voie un peu parallèle, mais qui est centrale à ce que vous faites aujourd'hui, sur votre rôle de président de la Chambre des communes. Et puis, 2 semaines après votre élection, en octobre, vous avez notamment fait un discours devant la Chambre, un bref discours sur mais très plein de sens, comme on dit en anglais, sur la question de la civilité. Et j'aimerais vous entendre justement. Vous avez un peu renvoyé les parlementaires à leur responsabilité de créer un climat de débat politique plus serein. Et comment vous voyez ça, justement? Parlez-nous un peu de votre rôle et de comment vous voyez la possibilité d'instaurer finalement une démocratie qui est plus collaborative et délibérative que ce qui existe actuellement. Et je pense que ça va de pair avec de ce qu'on est en train de discuter aujourd'hui. Ouais, C'est que si on veut vraiment profiter de tous les avis de tout le monde, peu importe leur allégeance politique, il faut non seulement défendre avec vigueur, avec brio nos idées et de faire ça d'une façon passionnée, pointue, pour déterminer des distinctions s'il en existe. Mais il faut faire ça d'une façon respectueuse. Parce que si c'est toujours les plus forts qui ont raison ou qui laissent leur voix emporter sur les autres, écoute, je sais que beaucoup de personnes seront perdants. Alors, et quand les gens sont perdants, deux choses peuvent arriver ou peut-être deux choses en même temps. Soit que les gens vont désister à participer dans la politique, ou des bonnes personnes vont désister, ou ils vont chercher d'autres options que la façon démocratique pour exprimer leur point de vue. Et là, pourquoi, pour quelles raisons est-ce qu'on aimerait aller dans cette direction-là? Non, vous savez, on a créé quelque chose remarquablement démocratique. Ici, on a le suffrage universel. Euh, on cherche à inviter plus de monde possible de faire partie de la discussion. Mais pour ce faire, il faut avoir des bonnes règles de décorum. Il faut avoir un respect fondamental envers l'autre et de laisser la place aux autres. Et pour moi, ça va de pair, ça va de soi. C'est ça qu'on est en train de créer dans tous nos espaces du travail, dans tous les autres domaines, pourquoi pas au Parlement, l'institution, effectivement, qui a été créée pour débattre des idées. Et le meilleur débat, c'est des débats où est-ce que tout le monde ait la chance à participer. We need to walk the talk, a commencé par Pagan. Effectivement, effectivement. Puis, c'est une situation malheureuse qui développe non seulement au Canada, mais on voit ça aux États-Unis, en Europe, dans des places où on a des démocraties qu'on croyait résilientes.
où de plus en plus les gens deviennent un peu cyniques, comme j'ai dit, c'est un luxe que peu de personnes ne peuvent pas aborder. Euh, et ils cherchent d'autres façons à faire valoir leur point de vue et même des façons non démocratiques. Puis on veut éviter ça à tout prix. Mais pour conclure, j'aimerais vous, justement, parlant de cynisme, vous amener sur la voie de qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux plus jeunes, en particulier aux personnes racisées qui vous voient comme un role model, quelqu'un qui a réussi, qui a brisé ces plafonds de verre-là, mais qui se disent en même temps, Greg, tu perds ton temps. Les dés sont pipés. Ce système-là, il est pourri. Il n'y a rien à faire. On est face à des siècles de racisme systémique. Hmm. Que diriez-vous? Ben, je peux séparer ça dans deux, pour répondre en deux parties. Le premier volet, le message que je dirais aux gens racisés ou des gens qui se trouvent en n'importe quelle minorité, peu importe, genre, orientation, identification, religieux, pas religieux, linguistique, je dirais, n'ayez pas peur. Si vous faites rien, rien va changer. Alors, pourquoi pas prendre le risque? Et prendre le risque que peut-être, si avec de l'effort, avec du travail acharné, que peut-être, on pourrait changer des affaires. Et alors, moi, je pense qu'on n'a rien à perdre à participer. Pour ceux et celles qui pensent que les jeux sont pipés puis on ne devrait pas agir, faites un petit examen du passé. Faites un examen sur les personnes qui ont osé dire des choses qu'on apprécie aujourd'hui, mais à l'époque, dans des circonstances beaucoup plus périlleuses qu'on se trouve maintenant, Ouais. ont fait le travail, ont risqué leur vie. Et grâce à eux, le changement est tôt ou tard, euh, c'est avéré. Alors, moi, je pense que nous avons le devoir envers des générations futures aussi de faire notre part maintenant. Euh, Parce que si on fait rien, on va restreindre, on va réduire la possibilité d'avoir un meilleur avenir dans le futur. Et comme j'ai dit, si on ne gage pas, on ne va pas gagner. Alors, pourquoi pas prendre le risque? On se risque. Un immense merci, Monsieur Greg Fergus. Je redonne la parole à ma collègue, professeur Lévesque, pour la période de questions, que l'on ose, que l'on espère beaucoup plus sweet qu'à la Chambre des communes. Merci beaucoup, Michael. Alors, nous allons prendre des questions des participants pour peut-être 15 minutes. Alors, vous pouvez, comme j'ai mentionné, vous pouvez écrire votre question dans le chat ou vous pouvez lever votre main. Euh, Vous pouvez aussi demander votre question à vive voix. Je sais qu'il y a déjà des questions dans le chat. Je pense que, Monsieur le Président, vous avez abordé d'une certaine façon les questions. Euh, Est-ce qu'il y a... Oui, Thérèse, je vois que... Est-ce que vous voulez demander votre question? Oui, bonjour. C'est juste signaler que j'ai mis ma question dans le chat et j'aimerais avoir les contacts de honorable Monsieur le Président. Merci. Et merci je suis en train de lire votre question dans le chat. Merci beaucoup, Thérèse, pour cette question. Et comme j'avais abordé, je pense que je dois vous dire, euh, moi, je pense que, encore une fois, euh, il faut, je ne sais pas si on a toujours raison, mais ma perspective, c'est qu'il faut toujours prêter aux gens. euh, il faut avoir confiance aux gens qui vont faire la bonne chose dans l'intérêt plus grand que leur intérêt personnel. Euh, alors, je pense que en tant que femme noire, vous devez vous présenter et prendre le risque. La question, c'est est-ce que vous avez des idées, est-ce que vous avez un programme qui reflète soit les intérêts de ta communauté, de votre communauté, ou si vous avez, ou vous avez une approche
que les gens trouvent attrayant. Ça, pour moi, ça, c'est le plus important. Puis, écoute, je n'ai que mon expérience à vous, à vous démontrer. Allermer, ce n'est pas une circonscription majoritairement noire. Euh, et ils m'ont prêté leur confiance à 3 reprises. Pour moi, ça en dit long sur ma circonscription et puis je dirais ma province et mon pays. Je pense que c'est possible. Et il faut donner la chance aux gens de faire une décision éclairée. Et moi, j'ai confiance que 9 fois sur 10 ou 99 fois sur 100, ils vont prendre des décisions éclairées dans leur propre communauté. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame Kingston? Merci beaucoup, Monsieur le Président Fergus. Moi, je me présente comme ancienne employée, en fait, greffière à la procédure à la Chambre des communes. Ah, vous voyez pas, Là, je suis pendant 35 très ans. reconnaissant envers vous et Oui, votre expertise. bon. Je me fie tellement Et sur je les sais pas. greffiers et les analystes pour m'aider, pour m'épauler dans le travail de président. Je ne pourrais pas le faire sans eux. Oui, mais alors, merci beaucoup. Alors, je pose la question auprès du nombre de femmes qui sont qui se présentent de façon politique. Et est-ce qu'il y a des façons pour améliorer en fait le taux de pourcentage des femmes à la Chambre? Est-ce que la Chambre fait des choses ou qu'est-ce qui se fait auprès des partis politiques pour avoir plus de représentation féminine? Merci. Bon, excellente question. Et il y a plusieurs pistes pour vraiment adresser ce problème, ce fléau, qu'il n'y a pas encore la parité entre les genres dans la Chambre des communes. Les partis doivent faire plus pour s'assurer pour des investitures. Et pour devenir porte-étendard d'un parti, il faut passer par une étape où tu vas dans tous les partis, les grands partis nationaux, il faut passer par une investiture. Cela veut dire que c'est juste une petite convention dans leur propre circonscription où les membres du parti vont choisir leur porte-étendard. Et une bonne façon, je sais que les NPD, depuis longtemps, ils ont dit que l'association de leur parti ne peut pas avoir une investiture sans avoir au moins un candidat de chaque genre. Je pense que ça, c'est très important. Parce que si on se fie, écoute, moi, je pense que la majorité des bénévoles dans une formation politique, au moins dans le parti avec lequel j'avais expérience, c'est plutôt des femmes. Mais c'est drôle, ils sont majoritaires pour être bénévoles. Mais quand ça vient aux questions de leadership, oh ben, je ne suis pas certain. Cet homme-là, ça, c'est une personne qu'on devrait choisir. Ça fait partie de ce préjugé inconscient qui existe. Moi, je pense qu'en exigeant qu'il doit y avoir un de chaque, ça peut en partie régler le problème. L'autre partie, c'est qu'il faut créer un environnement propice pour que les gens puissent s'identifier, puissent se voir comme députés. Et ça revient à moi, ça revient à mes collègues dans la Chambre des communes pour créer cet environnement-là où est-ce que les gens vont dire, hey, un jour, j'aimerais me porter comme candidate à l'élection. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire. Le réseautage, c'est aussi une autre façon de le faire. Tous les parlementaires noirs, par exemple,
les parlementaires noirs, les élus au niveau fédéral, provincial, municipal, commission scolaire dans certaines provinces. On a formé un groupe sur WhatsApp et puis on avait créé un organisme ce qu'on s'appelle le groupe des parlementaires ou de congrès des élus noirs. Et l'idée, c'est que peu importe euh, notre allégeance politique, on va donner des conseils, des avis, on va faire des réseautages parce qu'on sait bien que notre participation est inférieure à notre poids démographique. Et la seule façon qu'on puisse s'avancer, c'est qu'il faut qu'on s'organise. Il faut qu'on donne des conseils. Il faut qu'on agisse. Pour ceux et celles qui sont des élus, qu'on devienne des mentors pour ceux et celles qui veulent se présenter. Alors, ça, c'est une façon qu'il y a plusieurs groupes pour des femmes qui existent. Si vous n'avez pas l'intention de vous présenter, mais vous pouvez appuyer et soutenir leurs travaux aussi, en faisant des contributions, en faisant du bénévolat, ou de s'assurer que vous êtes informé, puis vous pouvez diriger les personnes qui sont intéressées à se présenter à ces groupes-là. Merci beaucoup et dis bonjour à Eric de ma part. Absolument, absolument, ça ferait mon plaisir. Oui, merci. Alors, professeur Yves, vous avez une question? Merci beaucoup. D'abord, je salue l'honorable président qui nous a honorés de venir nous partager. Et je félicite également l'Université Saint-Paul qui a bien voulu organiser ce débat très intéressant. Pour me présenter, je m'appelle Yves Naikunda, j'enseigne à temps partiel à l'Université Saint-Paul et je travaille aussi à Affaires mondiales Canada. Mon intervention sera beaucoup plus en commentaire auquel vous pouvez réagir. Vous avez bien partagé votre parcours, les défis qui sont justement d'ordre systématique et même, je dirais, pragmatique dans les affaires de minorités de différentes sortes, dont le cas des Noirs, pour le cas qui nous concerne en ce mois de février. Mais ma préoccupation souvent, c'est que ce genre de problème aussi important du point de vue social et même global, c'est débattu généralement que dans les périodes spécifiques, comme la question du mois des Noirs, février. Bientôt, on aura oublié, on va aller au mois de mars pour parler de questions de femmes. Et puis, et systématiquement, mais malheureusement, tout au long de l'année, rien n'est fait, rien n'est dit. Et à la fin, quand on regarde les statistiques qui se montrent dans différentes structures, on trouve que quand même, on est encore loin du compte pour que ce soit quelque chose qui est, je dirais en anglais, implemented, tel que le Parlement, le gouvernement le souhaite. Donc, mon souhait, ou bien ma contribution serait de voir, vous, en tant que justement Parlement, il est de votre devoir, il est de votre mission de contrôler l'action gouvernementale, peut-être aller plus loin justement pour faire des statistiques qui pourraient informer les décideurs politiques. Et comme ça pourrait contraster un tout petit peu de tout ce qui passe sur les réseaux sociaux des fois qui alarme les gens pour des choses des fois invraisemblables. Mais à ce moment-là, on aura quand même des statistiques qui viennent d'une institution qui est mandatée pour contrôler l'action gouvernementale. Et je me dis que si déjà du point de vue gouvernemental, la chose est bien implémentée, je pense que ça peut aussi inspirer d'autres institutions privées dans différents domaines. Et comme ça, cette question pourrait, je dirais entre guillemets, sortir de la politique et être une vraie réalité dans la vie des gens et dans la vie des institutions. Donc, c'était ma modeste contribution, tout en vous remerciant infiniment pour ce parcours inspirant et très impressionnant que vous nous avez partagé. Merci beaucoup, professeur Lydia Nkunda. Je peux vous dire deux choses. Souvent, on blague, mais il y a une vérité dans cette blague-là. J'ai dit, c'est qu'on fête le mois de l'histoire des Noirs, mais n'oubliez pas que pour 337 autres jours de l'année, je suis toujours noir. Alors, il faut qu'on fasse des activités toute l'année longue, ça c'est certain. Il y a une chose, c'est important de faire ça
Et oui, on en parle dans le mode l'histoire des Noirs, où oui, on avait parlé après le mort de George Floyd, et peut-être on ne parle pas assez ces jours-ci. Mais une chose qu'il faut que tout le monde sache, George Floyd, ce qui s'est arrivé a vraiment changé la donne. Je trouve, et j'ai le privilège de voyager ce grand pays d'un bout à l'autre, et j'ai rencontré plusieurs Canadiens noirs, et il y a quelque chose qui a changé. On n'est plus dans le monde où est-ce qu'on va juste accepter qu'on continue comme auparavant. Les gens attendent que les choses changent, qu'on fasse partie de la solution, que tout le monde mette leurs épaules à la roue. Et surtout, la jeune génération, les moins de 30 ou moins de 35, de n'importe quelle origine, quelle couleur, ces gens-là attendent un monde meilleur. Ils prennent ça comme c'est de base. Alors, pour nous, les plus expérimentés, il faut qu'on réalise que la donne a changé. Une chose dont je suis aussi fier en tant que, avec le comité parlementaire noir, on a réussi à non seulement encourager le gouvernement, mais le gouvernement fédéral a changé sa perspective. Maintenant, ils sont en train de ramasser les statistiques des données des agrégés. Statistique Canada exige ça maintenant. On voit quand on publie, par exemple, le taux de chômage ou le taux de participation dans Workforce Adjustment, ils ont désagrégé les chiffres. Chaque mois, on peut voir où se trouve le taux d'emploi ou le taux de chômage par groupe minoritaire. Et ça, c'est très important. Et on exige ça de Statistique Canada fait du travail, beaucoup de partenariats avec les provinces, avec les municipalités, puis de plus en plus, on demande qu'ils nous fournissent des données désagrégées. Alors, c'est pas sexy, là, mais je trouve que c'est tellement important. C'est un cadeau qui va toujours livrer des bonnes des bons résultats si on est prêt à agir sur les données dont nous faisons face. Alors ça, c'est très important, puis il faut en continuer. Il faut faire ça dans nos institutions académiques aussi. Merci. Est-ce que je sais qu'on arrive vers la fin, mais il y avait une question de Levinson Larose qui a posé la question, est-ce que mon élection à trois reprises signifie que le plafond de verre est brisé? Et oui et non. Oui, c'est brisé maintenant. Mais comme on a vu dans d'autres juridictions, il faut être toujours vigilant qu'il n'y a pas un recul sur les droits acquis. Les femmes aux États-Unis, en plusieurs sens, pour la première fois, ils ont moins de droits aujourd'hui qu'il y en avait il y a 5 ans. Jamais de ma vie, j'aurais cru vivre dans ces tels temps, mais ça nous dit que c'est important qu'il faut être toujours vigilant. Et on veut toujours ajouter les droits, on veut pas en retirer. Il faut être vigilant. Alors oui, le plafond de verre est brisé, mais il faut s'assurer qu'on n'installe pas un autre plafond par-dessus. On répare ce plafond. On va le laisser briser. Alors, je vois qu'il y a tellement plus de questions, mais on arrive à l'heure. Alors, je veux remercier Monsieur l'honorable président Greg Fergus d'être ici avec nous. C'était très inspirant. Merci beaucoup. Michael, je ne sais pas si vous avez d'autres mots à dire, non? Non, c'est bon. C'est bon, OK. Alors,
Nous avons un autre être un leader dans quelques semaines avec un artiste, Carl Stewart. Alors, on vous invite à revenir ici et pour avoir plus de conversations. Alors, merci beaucoup à tout le monde Et et moi, bonne... je vous remercie aussi d'avoir organisé ça et merci à Michael. J'apprécie énormément votre intérêt et je suis vraiment reconnaissant envers l'Université Saint-Paul d'avoir abordé cette question-là. Parce que, comme j'ai dit, c'est un peu malaisant d'en discuter, mais moi, je crois qu'en ayant ces discussions-là, on prend le risque qu'on va améliorer les choses. Alors, bravo à vous tous. Merci beaucoup. Alors, bonne journée tout le monde. Et joyeux-moi l'histoire des morts. À Merci beaucoup tout le monde. Joyeux mois à vous aussi, hein, c'est un immense plaisir. À bientôt. bientôt. Bientôt, merci.